Direction, sans plus attendre, Paris. Pourquoi Paris? Eh bien parce qu'il y a en ce moment une manifestation contre cette invasion russe de l'Ukraine. Antoine Delpierre est au cœur du rassemblement. Bonsoir Antoine. Ce sont des anonymes qui protestent, mais aussi des personnalités? Oui, effectivement, après d'autres capitales, ici aussi à Paris, eh bien, les ressortissants ukrainiens se mobilisent après une première manifestation ce midi devant l'ambassade de Russie. Ils sont plus de 1000 personnes ici rassemblées ce soir dans le centre de la capitale française pour dire leur opposition, leur colère face à cette offensive lancée par le Kremlin, pour dire aussi leur désarroi, leur inquiétude, car tous ici ou presque ont un ou plusieurs proches au pays et pour lesquels ils craignent le pire. Je pense par exemple à Léna que nous avons rencontrée. Elle et son mari travaillent depuis plusieurs années en France, son mari qui est reparti en Ukraine, tout d'abord pour mettre leur fille à l'abri des combats car elle vit toujours là-bas, mais aussi parce que la semaine prochaine il est mobilisé par l'armée ukrainienne. Je pense aussi par exemple à Yuri que nous avons rencontré ce matin devant l'ambassade de Russie. Il a 45 ans et cela fait 9 ans qu'il travaille à Paris. Eh bien, il n'a jamais tenu une arme, il n'a jamais fait son service militaire, nous dit-il, et pourtant demain il compte rejoindre l'Ukraine à partir de demain avec l'idée de s'engager dans les combats. Vous allez l'entendre. Demain, je vais partir à Pologne, à Cracovie. Et après, on verra comment je vais entrer. Je ne sais pas, parce que l'avion, le ciel, c'est tout fermé. Il n'y a pas d'avion, rien du tout. Je trouve solution jusqu'à Psem, et après, la passe frontière à pied. C'est obligé pour tous les hommes. Obligé, tous les hommes, il faut qu'ils défendent son pays, sa famille, sa mère, son deux enfants. Merci Antoine, en direct de Paris donc pour ce rassemblement. Je me tourne vers vous. Boris Johnson a qualifié Vladimir Poutine de dictateur avec cette invasion. Est-ce que vous utiliseriez ce mot? Dictateur pour M. Johnson, paranoïaque, fou, je veux dire, on peut multiplier ce genre d'appellation. Je le ferai pas, non pas parce que je pourrais avoir des pudeurs de gazelle, ce qui n'est pas mon genre, mais parce que je suis pas sûr que ça fasse avancer le débat. Voilà. Moi, je suis davantage perturbé, surpris quand le président Poutine parle de néténésification de l'Ukraine ou de génocide qui aurait été subi par les populations russophones de l'Est de l'Ukraine. Ça, c'est des choses qui effectivement me surprennent plus et me posent davantage de problèmes, parce que si effectivement il y a eu des épisodes dans la vie de l'Ukraine qui posent problème, il ne faut pas oublier qu'au moment où l'Allemagne envahit l'URSS, l'ouest de l'Ukraine n'accueille pas défavorablement les troupes allemandes. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées, notamment il y a eu des terribles famines dans les années 30 en Ukraine, donc ça a laissé des traces. Il faut aussi se souvenir dans quelles conditions l'ouest de l'Ukraine est entré dans le territoire soviétique. Donc c'est cette période-là, et effectivement, qui pose problème. Et il y a effectivement à ce moment-là un Ukrainien qui s'appelle Bandera, qui effectivement est plutôt proche des thèses et des raisonnements nazis et de la Wehrmacht que d'autres choses. Et donc c'est ça qui argumente. Il joue sur cette fibre en tout cas. Il joue sur cette fibre, sur le passé de ça, c'est ça ce qui est un problème, parce que c'est une exploitation tendancieuse. Et rappelons-nous qu'un jour Vladimir Poutine a dit: celui qui regrette l'Union soviétique n'a pas de cerveau, celui qui n'a pas de nostalgie pour l'Union soviétique n'a pas de cœur. Alors on va voir si ce scénario était préparé d'avance par Vladimir Poutine. Les voisins de la Russie ont peur. Ce soir, la Moldavie a fermé son espace aérien. État d'urgence décrété en Lituanie. Est-ce que ce scénario était préparé? On va remonter quelques années en arrière. Nous sommes en 2008. Il y a la guerre en Géorgie. Mevalo remonte pour nous le fil de ces dernières années. Regardez. Dans la nuit du 7 au 8 août 2008, la Géorgie, ancienne république soviétique qui s'est rapprochée de l'Occident, lance une offensive contre l'Ossétie du Sud, territoire séparatiste pro-russe qui échappe au contrôle du pouvoir central depuis la chute de l'URSS. La riposte de Moscou est immédiate. Le Kremlin envoie chars et troupes pour défendre la province rebelle. Notre tâche principale est de maintenir la paix. Historiquement, la Russie a été et restera le garant de la sécurité du peuple du Caucase. S'ensuit une guerre éclair de 5 jours. Les combats font plusieurs centaines de morts. Les belligérants finissent par accepter un cessez-le-feu négocié sous l'égide de la France, qui assure alors la présidence de l'Union européenne. C'est une bonne nouvelle que l'annonce que vous avez présentée d'un cessez-le-feu provisoire. Les chars russes n'entreront pas dans la capitale géorgienne. Mais 15 jours plus tard, la Fédération de Russie reconnaît l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Les Occidentaux dénoncent une occupation de fait.
L'absence de sanctions collectives et impactantes des pays de l'UE permettent même à la Russie de sortir renforcée de ce conflit. 6 ans plus tard, en réponse au mouvement pro-européen à Kiev et à la destitution du président Yanukovych qui a fui en Russie, Moscou envoie ses blindés en Crimée, péninsule ukrainienne à la population majoritairement russophone. Un coup de force militaire validé par un référendum. Le 16 mars 2014, la population de Crimée se prononce à une majorité écrasante en faveur de son rattachement à Moscou. Pour comprendre ce choix, il faut connaître l'histoire de la Crimée, ce que la Russie signifiait pour la Crimée et ce que la Crimée signifiait pour la Russie. Tout est imprégné de notre histoire et fierté commune. Mais une fois de plus, devant le fait accompli, les Occidentaux s'accordent sur des sanctions collectives et individuelles. Nous continuons d'espérer une solution diplomatique. Les États-Unis et l'Europe sont unis, non seulement sur la souveraineté ukrainienne, mais aussi sur le fait qu'il y aura des conséquences si cette souveraineté continue d'être violée. Des menaces qui n'impressionnent en rien le maître du Kremlin. Dans la foulée de l'annexion de la Crimée, le Donbass se soulève. Les accords de Minsk entre Kiev et les rebelles pro-russes ne seront jamais vraiment respectés. De la Géorgie à l'Ukraine, Moscou aurait pour objectif de ressusciter l'URSS, selon le chef de la diplomatie ukrainienne. Emmanuel Dupuis, ironie de l'histoire, 3 points communs. Pendant la Géorgie en 2008, la France préside l'Union européenne. Il y a des Jeux Olympiques en Chine. Et il y a aussi ces propos de Dimitri Medvedev qui sonnent comme ceux de Vladimir Poutine aujourd'hui. La Russie, garante des peuples du Caucase. Est-ce que c'était prémédité tout ça selon vous? Alors il y a une concomitance. La France présidait non seulement le Conseil de l'Union européenne, comme le président Macron, mais également le G7. À l'époque d'ailleurs, le G8, puisque la Russie en faisait encore partie. Donc ce qui donnait encore plus de... Le G7 d'ailleurs qui vient de réagir, l'invasion russe de l'Ukraine, une menace sérieuse pour l'ordre international. J'égrène un peu les informations. Donc la Russie a été exclue du G8 suite à son invasion en Crimée. Mais à l'époque, elle en faisait partie, d'où la légitimité du président Sarkozy, s'adressant à l'époque à celui qui maintenant est le président du Conseil de sécurité, Dimitri Medvedev. L'importance de la trêve olympique a aussi un double impact. Premièrement parce que la Chine avait très peu apprécié le fait que la précédente invasion de la Géorgie se soit déroulée en même temps que les Jeux Olympiques d'été de Pékin. Les caméras se sont braquées forcément sur le conflit. Et donc du coup, le président Xi Jinping a dit pas 2 fois. Il ne vous aura pas échappé que le président Xi Jinping a attendu les Jeux Olympiques. Mais du coup, est-ce que c'était selon vous, dans la tête de Vladimir Poutine, qui est au pouvoir, disons-le, de façon ininterrompue depuis le départ de Boris Yeltsin, est-ce que c'était préparé? Et pourquoi d'ailleurs? D'ailleurs, c'est une... On pourrait ajouter la Transnistrie aussi, vous me disiez. La Transnistrie, c'était précédemment, donc avec première étape. En 1992. Mais si l'on regarde une carte, je ne sais pas si vous avez la possibilité de le regarder, que ce soit par le biais de l'invasion ou de l'annexion, la Crimée, les 2 oblats indépendantistes de Louhansk et de Donetsk, ou la Transnistrie. On rajoute l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, et on rajoute aussi la présence des soldats russes en Arménie, puisqu'ils sont prépositionnés de base, 5000 hommes à peu près, depuis le cessez-le-feu de novembre 2020 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Déjà des mais donc c'est quoi? Mais c'est quoi? C'est un front contre l'OTAN? C'est ça? C'est une zone tampon? C'est ressusciter un espace, le monde russe, l'étranger proche, avec la volonté de prendre par défaut la communauté internationale et l'OTAN. Je précise que le président Vladimir Poutine, au moment où il accède à la présidence, a créé une sorte d'OTAN du monde russe, s'appelle l'OTSC, l'Organisation du traité de sécurité collective, avec un article 4, qui est l'équivalent de l'article 5. Le président Poutine ne cesse de dire que quand les pays font appel à la solidarité russe, quand ils se sentent agressés, la Russie répond. Le dernier exemple en date, le Kazakhstan, le président Kassim Djokaev a appelé les peacekeepers russes et ils sont venus dans la nuit. C'est cet article qui a joué. Alors on va voir juste un dernier point. Il faut qu'on aille voir l'OTAN, allez-y. Justement par rapport à l'OTAN. Le président russe dit l'OTAN ne fonctionne pas car l'article 5 n'est jamais mis en application. Moi, quand j'ai le sentiment que mes partenaires sont appelés, on a compris. Puis Mircea Diona, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général délégué de l'OTAN. La question, elle est simple. Que pouvez-vous faire, que peut faire l'Alliance Atlantique aujourd'hui face à cette invasion russe de l'Ukraine? Bon, c'est une guerre de choix. C'est une guerre qui n'a pas été provoquée ni par l'Ukraine ni par l'OTAN. C'est le choix du président Poutine de jeter
sa relation avec nous, malgré les efforts diplomatiques très appréciés du président de la République, du chancelier allemand, de nos dirigeants. Donc ils ont choisi de faire la guerre. Après des décennies, ils croient qu'ils peuvent retourner l'histoire de l'Europe. Alors concrètement, je réitère ma question, Mircea Geona, que comptez-vous faire? Que peut faire l'OTAN? On a le sentiment que vous êtes totalement impuissant face à la Russie. Je ne suis pas d'accord avec vous, avec tout le respect. L'Alliance existe pour protéger ses membres. Oui, mais l'Ukraine n'est pas membre. L'article 5 est sacro-saint et très actif. Mais l'Ukraine n'est pas membre. L'Ukraine est un partenaire, c'est pas un membre. Aujourd'hui même, nous avons activé les plans de défense de tous les pays de l'Alliance, y compris du flanc Est. Nous avons donné la responsabilité supplémentaire au commandant suprême allié de diriger des troupes et des ressources supplémentaires vers toutes les directions qu'il considère. Aujourd'hui même, nous avons plus de 100 avions de combat en état d'alerte maximale, plus de 120 navires de l'OTAN, de la mer Noire, de la Méditerranée, du mer du Nord. Et nous avons, en tant que nous parlons, plus des avions F-35 des Américains qui sont en Roumanie. Mais ça ne fait pas peur à Vladimir Poutine? Pardonnez-moi de vous couper, on voit très bien que de toute façon, Vladimir Poutine, la pression de l'OTAN, il n'en a que faire. Oui, mais en même temps, je répète, c'est pas la mission de l'OTAN de défendre les partenaires. Il y a pas mal des alliés du point de vue bilatéral qui soutiennent l'Ukraine, y compris du point de vue militaire. Mais du point de vue de ce que l'Alliance représente, c'est une alliance défensive et nous faisons que nous avons comme mandat dans le traité de Washington de défendre tous les membres. Monsieur Mircea Geona, Vladimir Poutine vous considère, pardonnez-moi, très robuste. Pardonnez-moi, il y a un petit décalage. Le président russe considère l'OTAN comme une organisation non pas défensive, mais offensive. Il cite notamment ce qu'a fait l'OTAN, par exemple, en Irak ou dans d'autres pays du monde. Que lui répondez-vous précisément à cela? Il dit que depuis la fin de l'Union soviétique, l'OTAN n'a cessé de s'étendre à l'Est. Que lui répondez-vous? La première fois et la seule fois que l'article 5 a été invoqué, c'était après le 11 septembre, après les attaques contre les États-Unis. Nous sommes allés comme l'Alliance en Afghanistan. En Irak, ce fut une coalition des pays, c'était pas l'OTAN. Mais je crois que M. Poutine connaît très bien le décalage énorme de pouvoir économique, militaire et technologique avec nous, avec l'OTAN. Nous représentons ensemble 1 milliard d'hommes et de femmes. Nous avons plus de 25% du produit au niveau mondial. Nous avons une force militaire énorme. Nous avons une force de découragement qui est redoutable. Merci. Monsieur Poutine, il croit que s'il va occuper l'Ukraine, je viens de parler ce matin avec le Premier ministre ukrainien, et il m'a reconfirmé que lui, président Zelensky, ils sont là, ils vont continuer à se défendre. Merci. Mais si M. Poutine crée que par la force, par les temps, par les avions, il peut changer la fierté d'une nation libre qui veut choisir son destin, il se trompe et c'est une faute, c'est une erreur stratégique qui va coûter M. Poutine, qui va coûter la Russie. Merci beaucoup, Mircea Geona. Le temps file, on est désolé, mais le temps file. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de réagir donc en ce jour d'invasion de l'Ukraine par la Russie, direction Kiev, justement, où l'on retrouve Tristan Desserres. Tristan, puisqu'on vient d'avoir un responsable de l'OTAN il y a un instant, est-ce que les Ukrainiens comptent sur l'OTAN ? Eh bien, l'OTAN avait été très clair ces dernières semaines, ces derniers mois, sur le fait qu'il n'était pas question de s'engager militairement pour aider l'Ukraine. Et ça, les Ukrainiens l'ont entendu, les Ukrainiens le savent. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que ces dernières années, le soutien à une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne, d'ailleurs aussi, n'a fait que progresser parmi la population, tout simplement parce que les Ukrainiens, depuis 2014 notamment, sentent bien la pression, le danger russe
et se disent qu'une adhésion à l'Ukraine, de l'Ukraine à l'OTAN, les protégerait. Alors évidemment, ce qui a déclenché aussi cette offensive russe. Alors maintenant, à l'heure actuelle, ce qui est sûr aussi, c'est que les Ukrainiens en appellent à l'aide pour au moins de l'armement, pour des sanctions, pour une pression militaire des pays occidentaux contre la Russie, puisque très clairement, il y a une telle asymétrie de moyens entre la puissante armée russe et l'armée ukrainienne, aussi vaillante, aussi courageuse puisse-t-elle être, qu'il est clair que l'armée ukrainienne ne pourra pas résister longtemps seule face à la pression russe dans une guerre conventionnelle. Et c'est pour ça que les Ukrainiens appellent à l'aide, mais pour l'instant, ils doivent bien sûr se sentir très seuls. Merci Tristan. Alexandre Jevakov, est-ce que vous considérez que l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, c'est un moment de basculement de l'histoire avec un grand H? En tout état de cause, c'est un basculement du dernier demi-siècle, ça c'est évident. La dernière fois qu'un pays européen ou quasi-européen a envahi un autre... Parce que là, on a le sentiment que l'Europe n'est pas en guerre, mais que la guerre est en Europe. Vous devriez faire de la politique ou peut-être être journaliste, non? Ce rôle me convient déjà bien. Voilà. Non, c'est une très bonne formule. Effectivement, la guerre est en Europe. Voilà. Et donc, tout à l'heure, quelqu'un disait qu'on ne sait pas où ça s'arrête. Moi, je pense ou j'espère que ça va s'arrêter en Ukraine, mais rien ne le garantit. Tout à l'heure, on parlait de la Transnistrie, on parlait d'un certain nombre de limites de l'ancien empire russe ou soviétique qui peut tenter un certain nombre de va-t-en-guerre moscovites. Une question à vous poser précise. Il y a eu, de la part des États-Unis, cette fois on va renverser un peu le point de vue, les États-Unis qui ont quand même beaucoup prévenu sur cette invasion. Il y a eu l'anticommunisme, il y a eu ensuite, à partir des attentats du World Trade Center, un ennemi qui était l'islamisme politique et le djihadisme. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ennemi déclaré des États-Unis et de l'Occident, c'est la Russie, et c'est plus, par exemple, des groupes comme Daesh ou comme Al-Qaïda? C'est l'un et l'autre, mais je pense que votre question devrait nous amener vers le scénario catastrophe que tout le monde craint. Car après la Russie, c'est la porte ouverte vers une invasion de Taïwan par la Chine. Alors ça fait évidemment particulièrement craindre le changement de paradigme. C'est-à-dire que à partir du moment où l'on voit que l'article 5 est évoqué, Mircea Joana est roumain, il devrait le savoir, lui qui est voisin d'un pays qui vient juste de bafouer nos principes de sécurité collective. Ne perdez pas nos téléspectateurs, pourquoi Taïwan ce serait un autre cas? Tout simplement parce que la Chine voit bien que la communauté internationale ne lèvera pas plus le petit doigt pour défendre l'île face à une invasion qui, je rappelle... En même temps, est-ce que je peux peut-être, je vais en choquer peut-être plus d'un, mais pourquoi est-ce que la Russie ne ferait pas ce que les États-Unis ont fait? Les États-Unis ont envahi l'Irak, les États-Unis ont envahi l'Afghanistan, les États-Unis... Non mais c'est une question que celles et ceux qui nous regardent se posent. Oui, si on crée un ordre mondial, il faut aussi que chacun soit soumis à la même... Les Américains n'ont pas envahi l'Irak. Les Américains sont allés en Irak parce que... avec un prétexte fallacieux. Un prétexte fallacieux qui a été quand même validé à l'ONU. C'est l'honneur de la France de ne pas l'avoir accepté comme tel. Souvenons-nous de Dominique de Villepin en février 2003. En Afghanistan, ça a été rappelé par Mircea Joana, seule utilisation de l'article 5, 15 jours après le temps de latence pour que les talibans livrent Oussama Ben Laden, c'est une résolution onusienne qui permet le déploiement des armes. Alors que là, c'est quand même un petit peu différent. Il n'y a aucune résolution onusienne. Bien sûr, c'est en dehors de tout cadre, on va dire. Le paradoxe est absolu, puisque c'est la Russie qui préside le Conseil de sécurité pour encore 6 jours. Merci. Là, cette partie est terminée. Merci beaucoup, Alexandre Jevakov. Merci, Emmanuel Dupuis, de nous avoir donné des clés de compréhension.